Ici, on a le général Gueye, ici le président Bédié, là le président Alassane et là le président Gbagbo. Donc, en fait, ce sont ces 4 leaders qui sont à la conquête du pouvoir. Et je me suis dit que, tiens, si ces 4 personnages sont unis, ici s'entendent entre eux, il n'y a pas de raison que le pouvoir, le peuple soit divisé. Et dès qu'ils sont séparés, chacun d'entre eux part avec une partie du peuple. Et c'est la division. Dans cette bataille, les armes utilisées sont très dangereuses. Bédié fait appel au sentiment nationaliste et lance l'ivoirité pour écarter Ouattara, qui riposte en favorisant la rébellion de certains militaires nordistes. Après la mort du premier président Félix Houphouët-Boigny et la prise du pouvoir par M. Henri Konan Bédié, il y a une politique ultranationaliste qui a commencé à se mettre en place, qui s'est résumée dans le concept de l'ivoirité. Cette politique a eu pour conséquence d'indexer une partie de la population ivoirienne comme étant d'origine douteuse. Donc la question de l'origine s'est posée. Et on a donc suspecté toute une communauté, la communauté du Nord, d'être une communauté étrangère et d'avoir donc usurpé la nationalité ivoirienne. Dans l'armée, on a commencé à appliquer une politique de purification raciale, je le dis, ethnique dans l'armée. De sorte que des jeunes militaires qui ont servi ce pays pendant des années et qui ont répondu aux couleurs du drapeau se sont vus être taxés d'être donc des putschistes, d'être des déstabilisateurs dans cette armée. En décembre 1999, de jeunes sous-officiers nordistes placent le général Gueye à la tête du pays pour le compte d'Alassane Ouattara. Mais cette alliance ne dure que quelques mois parce que le général Gueye décide de se présenter lui-même aux élections d'octobre 2000. Ces sous-officiers sont arrêtés et torturés et la plupart d'entre eux partent en exil au Burkina et au Mali, préparer leur retour en force à Abidjan. Finalement, l'élection d'octobre 2000 profite au seul homme qui ne se réclamait pas d'Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens préfèrent le civil au militaire. C'est 2 ans plus tard, le 19 septembre 2002, que le pays bascule définitivement dans la guerre. Les jeunes sous-officiers nordistes réfugiés au Burkina et au Mali occupent sans difficulté le nord du pays, mais ne parviennent pas à prendre Abidjan. Le général Gueye est tué, ainsi qu'un proche de Gbagbo, le ministre de l'Intérieur, Bogadoudou. Mais le soulèvement général attendu par les putschistes n'a pas lieu. Les assaillants sont obligés de se replier au centre du pays, à Bouaké. Bouaké, où comme à Abidjan, les morts civiles se comptent par centaines. L'armée française intervient alors officiellement pour protéger ses ressortissants, mais elle refuse d'appliquer les accords de défense qui prévoient son intervention en cas de déstabilisation du régime en place et préfère s'interposer entre les belligérants. La Côte d'Ivoire, désormais coupée en 2, s'installe pour de bon dans la guerre. Donc je pense que la France, en s'interposant, a évité là, à la Côte d'Ivoire, une guerre civile, mais en même temps, la France devait agir, devait aller plus loin. Il y avait le fantasme du Rwanda aussi en disant « Ah là là, et si les Ivoiriens se massacrent entre eux, on va dire que c'est la France qui est responsable, qui n'a pas eu assumé ses responsabilités historiques. » Donc la France y va. Un certain nombre d'une partie des Français qui avaient manœuvré pour virer Laurent Gbagbo en utilisant le Burkina Faso pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, eux ils sont gênés parce qu'ils sont, la France, les grands groupes qui voulaient virer Gbagbo. Donc qu'est-ce que fait la France? Elle choisit la pire des solutions. Elle se met au milieu, elle coupe la Côte d'Ivoire en 2. Donc elle se fait 2 ennemis en quelque sorte. Ça veut dire les rebelles du Nord qui disent vous n'avez pas laissé prendre le pouvoir à Abidjan, et puis Laurent Gbagbo qui dit mais vous m'avez pas autorisé à faire jouer les accords de défense alors que vous savez pertinemment qu'il y a une agression extérieure. Sur le papier, le pays est coupé en 2, mais en réalité tous continuent à se battre pour le contrôle d'Abidjan. Les rebelles ne s'installent pas vraiment à Bouaké, mais en assassinant des dizaines de fonctionnaires, ils provoquent un exode sans fin vers le sud.
Ils ouvrent ensuite un autre front, cette fois à l'ouest, avec l'aide directe du président libérien Charles Taylor pour mettre la main sur tout le cacao ivoirien. C'est un fait aussi que la crise ivoirienne est un boomerang. Les mêmes miliciens, les mêmes mercenaires qu'on a trouvés au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée sont venus en Côte d'Ivoire, et surtout dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, et ont véritablement lancé une guerre exterminatrice. C'est-à-dire que leur opération en Côte d'Ivoire s'appelait Pay You by Yourself, c'est-à-dire que vous payez sur le dos de la bête, vous tuez comme vous voulez, vous prenez tout puisque nous n'avons pas d'argent pour vous payer. 50 000 habitants dans les années 50, plus de 5 millions aujourd'hui, dont un tiers environ d'étrangers, souvent des réfugiés politiques ou économiques des pays voisins. Abidjan compte aussi plus d'1 million de déplacés de guerres ivoiriens qui ont fui les combats du nord comme de l'ouest. Ils cherchent ici, le plus souvent chez des parents, un toit provisoire dans des quartiers qui ressemblent de plus en plus à des bidonvilles, où le choléra est désormais de retour, le paludisme devenu presque endémique, et le sida un tabou dont on ne parle presque pas. On danse beaucoup dans les maquis de Yopougon, Abobo ou Cocody. Dans ces cafés-restos, boîtes de nuit, les Abidjanais tentent d'oublier les vrais maquis qu'ils ont parfois quittés dans le nord ou l'ouest du pays. Il faut dire qu'avec cette crise, les armes ont vraiment envahi la ville, quoi. Les gens avaient facilement les pistolets, donc l'agression devenait très fréquente, quoi. Une chose est sûre, même les civils, ils ont les armes ici. Une violence qui n'est pas toujours visible, mais qui s'est parfois glissée au sein des familles. Je prends mon cas, moi je vivais avec une fille qui est de l'Ouest. Avant la crise, tout allait bien, on pouvait regarder la télévision ensemble, c'était bien. Mais lorsque la crise a déclenché et qu'il y avait des émissions, moi personnellement j'avais du mal à regarder la télé, j'avais du mal à suivre les événements, c'était choquant. Et elle avait son côté, quoi. Donc chaque fois qu'on devait interpréter un événement du journal ou bien interpréter le discours d'un homme politique, on ne s'entendait pas, quoi. C'était des histoires. Non, c'est pas vrai, les rebelles ont fait ceci, ils ont fait ça. Non, tu vois, il n'y avait vraiment pas d'entente. Tout ça, on a décidé, bon écoute, on ne parle plus de politique, on ne suit plus ça, ou bien quand il y a le journal, quand elle suit, je ne suis pas, quoi. Donc ça a commencé à créer des distensions déjà dans les foyers, et je pense que c'est beaucoup de lieux comme ça, quoi. C'est pas seulement dans mon foyer. Je viens d'une certaine ville de Bochpa où je faisais un certain nombre de choses qui n'étaient pas bien vues devant Dieu. Donc je vivais cette vie-là. Jusqu'au jour, une fois à la télé, j'ai entendu l'homme de Dieu parler, le pasteur principal de l'église. Il a donné le message de comment entreprendre avec peu. On vit en Christ, il faut bien se nourrir. Et Dieu même dit de s'aider et puis ensuite tu t'aideras. Donc il ne faut pas rester là, baisser les bras, ne rien faire, puis attendre que la nourriture tombe du ciel, comme dans le désert, la manne est tombée du ciel. Donc c'est ainsi que le pasteur nous apprend un peu à entreprendre, à monter des petites entreprises. Marie-Jeanne a quitté son compagnon musulman ainsi que l'église de son père pour rejoindre l'une des communautés évangéliques d'Abidjan. Une mouvance très stricte sur le plan moral, mais qui aide dans différents domaines. Elle est aussi très présente, y compris dans l'entourage immédiat du président Gbagbo. Il en va de même chez les musulmans. À l'ombre de la grande mosquée d'Abobo, un quartier d'Abidjan qui compte plus d'1 million d'habitants, de nouvelles communautés apparaissent. Cheikh Malik Konaté vient d'y implanter la confrérie Tidjania avec un succès certain. Il cherche, dit-il, à éviter la dispersion spirituelle, redonner du sens à l'islam et aider le pays à retrouver la paix. On a prié, on a fait la lecture du Coran, on a fait beaucoup de salat sur le prophète pour pouvoir stabiliser notre foi. Parce que ces événements-là, si tu ne fais pas attention, ça peut te déstabiliser. Je pense que nous devons se mettre ensemble pour faire un bloc pour que ces choses comme ça ne reviennent plus. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Inch'Allah.
La bataille d'Abidjan est aussi une bataille médiatique. Y participent les médias de Côte d'Ivoire, comme ceux de toute la région, et aussi ceux des anciennes puissances coloniales, souvent accusées de partialité. À Abidjan, chaque camp peut compter sur ses journaux. Il s'agit de médias de combat et d'opinion, certains proches du pouvoir, d'autres de l'opposition, voire de la rébellion. Une nouveauté absolue au pays du parti unique d'Houphouët-Boigny. Pour certains, une véritable révolution culturelle est en cours, avec son cortège de victimes ivoiriennes et étrangères. Les livres, si vous allez voir les éditeurs, ils vont vous dire que les livres marchent 3 ou 4 fois plus en Côte d'Ivoire aujourd'hui qu'il y a la crise qu'avant. La musique aussi se développe, la musique ivoirienne d'ailleurs a envahi l'Afrique. Donc il y a une véritable floraison culturelle parce que au cœur de cette guerre, il y a un enjeu et symbolique. Donc il y a une sorte de bataille symbolique, intellectuelle, idéologique très forte. C'est cette bataille qui accouche de plusieurs médias, d'une diversité de médias. La presse ivoirienne, je dirais, a contribué à déclencher plus rapidement que prévu la crise. Et vous allez le voir, une fois la crise déclarée, la presse ivoirienne a contribué, à mon avis, à attiser le feu, à soulever une espèce de nationalisme ombrageux parfois, qui ivoirien, tel étranger, les Burkinabés, ils sont venus, ils volent nos choses, etc. N'oubliez jamais cela. Ça, c'était avant la crise. Et avec le déclenchement de la crise, vous le verrez, toute la presse a pris position. Il y a conflit de ce type, polarisation de ce type, parce qu'il y a des divergences. Ces divergences peuvent conduire à une certaine haine, mais au-delà de la haine, c'est une vision. C'est une vision, il y a des visions qui s'affrontent. Et parler de médias de la haine, c'est vouloir discréditer la vision qui est portée par ceux qui nous portent la contradiction. Vous savez qu'après le déclenchement de la crise, nous avons un confrère, Jean Hélène, de Radio France Internationale, qui était assassiné en Côte d'Ivoire. Le lendemain de son assassinat, le lendemain de l'assassinat de Jean Hélène, un journal ivoirien a titré qu'un comité de soutien au meurtrier de Jean Hélène a été constitué. Vous voyez jusqu'à quel point c'est dangereux. La mort de Jean Hélène, c'est un symbole. C'est pas Jean Hélène qu'on a touché. C'est Radio France. C'est Radio France. Il ne faisait que son travail, mais c'était un message. Et la France est un pays qui a fait la révolution. Donc dans son imaginaire, il y a l'amour de ceux qui mettent à bas un ordre établi. Pour ce qui est de la rébellion, elle aussi avait beaucoup de fascination pour les médias français. On a peut-être regardé cette rébellion de manière un peu plus attentive, pour la simple raison, je le dis franchement, qu'au début il était plus facile de travailler dans zone rebelle que de travailler en zone gouvernementale, je vous le dis franchement. Mais dire qu'on a fait la publicité par exemple de la rébellion, je ne pense pas que les médias internationaux aient joué à ce jeu-là. Je ne le pense pas. Il y a quand même des journalistes en France qui sont tellement liés aux politiques et aux diplomates qu'ils sont une véritable courroie de transmission de leur grille de lecture. Ils légitiment par avance l'action diplomatique de la France. Ces journalistes ne sont pas très nombreux, mais ce sont les journalistes les plus influents. Donc, à partir de ce moment, ils deviennent des prescripteurs et le reste de la presse les suit. Maintenant, il y a le fait aussi que il y a une sorte de paresse intellectuelle quand même assez formidable à Paris. Dès qu'il s'agit des sujets africains, on pense qu'il est de bon ton de se référer à l'ethnicité, aux haines ancestrales, au Rwanda qui serait l'archétype des crises africaines.